soit Dieu merci Mbokani, soit Milan Jovanovic. J'ai pas un joker, non. Parler ballon sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on a un menu extraordinairement complet. Ça va être dingue ce qui va se passer aujourd'hui. On va évidemment commencer par présenter nos chroniqueurs. Xavier est avec nous aujourd'hui. Salut Xavier. Salut, ça va bien aujourd'hui. Ça va très bien, je suis très content. On va vous l'expliquer dans quelques instants pourquoi. Et puis évidemment, bonjour à Quentin qui est également parmi nous. Salut Sacha, la forme. La forme, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on reçoit une légende, tout simplement, voilà. Une légende, il a été une légende de Sclessin, il l'est peut-être toujours sur beaucoup de cœurs. Il est surtout une légende du football belge. Monsieur Steven Defour est avec nous, bonjour. Bonjour, ça fait. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Je suis très content de t'accueillir. Aujourd'hui, on a plein de choses à dire évidemment sur l'actualité et puis aussi beaucoup de questions à te poser. C'est un privilège que de pouvoir t'accueillir ici. Tu es un homme qui, en tout cas pour ma part, a vraiment marqué mon histoire avec le football belge. Donc c'est vraiment un honneur et un immense plaisir que de t'accueillir. Voilà, on espère en tout cas que tu vas passer un bon moment avec nous. On va commencer d'abord simplement avec un petit bilan parce que, comme tu le sais, Steven, ça y est, on est au milieu de la phase classique du championnat. Je voulais vous poser la question comme ça, messieurs, comme ça, Quentin, très rapidement. Quelle est l'équipe qui t'a, pour toi, comme ça, en bilan, milieu de championnat, le plus déçu? Je les ai vus ce week-end, je dirais le Cercle de Bruges. C'est quand même une équipe qui nous représente en Europe et je trouve que footballistiquement parlant, c'est vraiment pas beau, hein. C'est même les résultats, ils sont pas bons. Il n'y a pas eu vraiment de fond de jeu. Même il y a des joueurs. C'était le défenseur central Kaku, je pense. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'il a fait? Comment ça se fait qu'il est en Jupiler Pro League? Des fois quand il était pressé, j'ai l'impression que limite il faisait caca culotte. C'était horrible. Quand il courait comme s'il avait des pieds carrés. Et le jeu qu'il propose le Cercle de Bruges, même dans le championnat, c'est pas chatoyant. En Europe, cette équipe est dans les 5 clubs qui nous représentent en Coupe d'Europe. Donc et puis leur saison, je pense qu'ils ont pas l'effectif clairement pour jouer l'Europe et jouer le championnat de Belgique et ça se ressent dans les résultats et la façon de jouer, je trouve. Mais ce qui a fait du mal, c'est le départ de Félix Le Maréchal, hein. Depuis qu'il y a plus se mettre à jouer vraiment dans le milieu de terrain, c'est compliqué du côté du Cercle, on le sent. Mais comme il a dit, le Cercle de Bruges, c'est même l'année passée, c'est un club, c'est long ballon, deuxième ballon et courir. C'est très clair. Quand on analysait le Cercle de Bruges, c'était long ballon, deuxième ballon, duel, courir. Sauf que l'année passée, il le faisait très bien. Les joueurs, ils étaient en forme, ils le faisaient très bien. Et aussi avec le Maréchal, c'est un des joueurs qui avait encore une action, Denke aussi. Mais après, le Cercle de Bruges, c'est très limité de ce qu'il propose comme fond de jeu. Ouais. Sauf qu'il le faisait, ce qu'il faisait. L'année passée, il le faisait très bien, mais cette année, quand c'est un peu moins, Oui, puis t'as pas des joueurs qui jouent. C'est ça. Puis c'est pas à 100% aussi que joue Kevin Denke en ce moment. Tout a été annoncé. Il est officiellement un joueur maintenant de Cincinnati et il est encore sur le terrain. Moi, j'étais étonné de le voir titulaire. Je sais pas ce que t'en penses. Il reste là jusqu'en janvier. Le problème, c'est, imagine, il se blesse. Il y a beaucoup de joueurs qui se blessent pour le moment. C'est le plus gros transfert de l'histoire de Cincinnati. Faut quand même le souligner. Le plus gros transfert de l'histoire de la MLS. Voilà, donc entrant, donc c'est encore plus fort. Donc oui, c'est quelque chose. Après oui, il pesait, mais entouré, il était pas très bien entouré. Et puis, il a pas eu vraiment. Il y a eu une occasion. Je crois que c'est celui qui a l'occasion sur Bodard en première mi-temps. Mais c'est chaud parce que s'il se blesse, imagine, il se fait une grosse blessure. Après, ok, il y a la trêve. MLS, ça reprend que vers fin février, début mars. Mais il a toute une préparation à faire avec son club. Il doit s'acclimater aussi au championnat et tout là-bas. Donc c'est audacieux de le faire jouer, c'est risqué. Ouais, c'est extrêmement risqué. Xavier, dans ton bilan justement à mi-parcours, qu'est-ce qui te passe par la tête? Moi, j'ai envie de mettre en avant une équipe qui m'a un peu surpris, c'est l'Antwerp. Bon, on va dire, ok, l'Antwerp, ça reste un gros club, c'est normal qu'ils jouent les hauts de tableau, mais en soi, c'est une équipe qui avait un peu des problèmes financiers avec le président qui ne voulait plus mettre dessous, donc on se demandait, la saison passée, ils ont fait une mauvaise saison aussi, donc on se disait, l'Antwerp, qu'est-ce qu'ils vont faire cette saison? Et au final, ils ont quand même gardé beaucoup de joueurs, qu'il n'y a pas grand monde qui sont partis, enfin, tous les cadres, ils sont restés quasiment. Ils sont quand même troisième à l'heure actuelle. Donc moi, honnêtement, c'est pas une équipe que je voyais aussi bien placée cette année. Et au final, vu tous les problèmes qu'ils ont connus, je trouve qu'on peut les considérer un peu comme une surprise cette saison. Ouais, Steven, c'est une équipe qui arrive à chaque fois à se renouveler. Le Royal Antwerp Football Club, toi, tu l'as connu dans une certaine période. Là, on voit qu'à chaque fois, ils arrivent à faire le turnover pour pouvoir être performants. C'est quand même assez intéressant comme dynamique.
Ouais, non, mais là, ils ont fait des choix très intéressants parce qu'ils ont pris des joueurs avec beaucoup d'expérience, comme Odoi, comme Thierry, Pratt aussi, qui est revenu. Donc, mais on voit qu'avec Jonas Druk ici, là, il a su faire une bonne équipe. Et maintenant, c'est plus une équipe de vedettes, on va dire, mais de travailleurs qui travaillent pour tout le monde avec quelques jeunes. Et ça donne très bien. Ouais, c'est vraiment assez intéressant. Et puis, comme disait Steven, je trouve que c'est un peu aussi l'ADN de l'Antwerp de prendre des joueurs avec de l'expérience. Il y a beaucoup de clubs qui veulent prendre que des jeunes pour pouvoir les revendre, mais l'Antwerp, j'ai l'impression dans mes souvenirs, bon, c'est pas le club que je connais historiquement, mais depuis qu'ils sont montés en D1A, ça a toujours été un club qui aime bien prendre des joueurs d'expérience. Toi, ils avaient ramené Mbokani, tous des joueurs, ils sont un peu plus vieux, mais tu sais qu'ils vont t'apporter sur le terrain et que tu auras les résultats. Et ça, c'est un choix que les clubs font, mais moi, je trouve que c'est un choix intéressant de l'Antwerp de continuer dans cette ligne de conduite-là. Mais l'alliage entre l'expérience que vous définissez tous les deux et le côté jeune joueur, avec notamment Mahamadou Doumbia, que moi personnellement j'adore, je trouve qu'il a un potentiel absolument fantastique, bah c'est quand même extrêmement intéressant. Il y a aussi une académie maintenant avec l'arrivée de Jean Kindermans qui commence à prendre un petit peu d'épaisseur et d'étoffe aussi. On voit une équipe qui grandit et qui s'installe tout doucement avec ses moyens, même avec des difficultés financières, tout doucement dans le top. C'est une équipe qui est amenée à perdurer dans le top, l'Antwerp. Ouais, mais je pense aussi que Overmars, il sait comment construire une équipe, comme avant Donofrio aussi, ils savent comment construire des équipes. Les jeunes, ils savent seulement avancer quand ils ont des joueurs expérimentés autour d'eux qui vont les aider dans des situations, comme on l'a dit, des joueurs expérimentés, soit on a gagné des titres, on a joué dans des grands clubs, et on peut aider les jeunes, et c'est comme ça qu'ils progressent. Avec que des jeunes, tu vas pas arriver loin. Ouais, mais toi, t'as réussi quand même quand t'étais à Malines à allier les jeunes, t'as fait confiance à des jeunes, on en parlait tout à l'heure en coulisses, notamment avec Mouko, etc. C'est aussi une volonté en tant qu'entraîneur que tu avais quand tu étais justement, je dirais à la tête du club de Malines, de mettre en avant les jeunes. Mais il faut savoir qu'en Belgique, on a une compétition de tremplin, on va dire. Surtout aussi pour une équipe comme Malines. Tu dois développer des jeunes pour les vendre. Obligé, même le club de Bruges, il est obligé de vendre à un moment donné. Donc, si on est conscient de ça, c'est que il faut investir dans les jeunes parce que les jeunes, c'est, on va dire, le produit le plus important pour... La plus-value marchande déjà. Voilà. Donc, et comme ça, on arrive à être un club sain qui se gère bien. Alors, on va passer à l'happening, messieurs. Simplement, je vais vous donner 2 noms de joueurs et vous allez me dire qui vous préférez. L'happening, c'est évidemment simple. 2 choix. Soit Dieu merci Mbokani, soit Milan Jovanovic. Steven. Wow. Difficile, hein? Ah oui, je sais, c'est un peu compliqué. Ah. C'est comme choisir entre Messi et Ronaldo quand on aime le foot, quoi. C'est pas évident. J'ai pas un joker, non. Je les adore tous les deux, mais si je pense Mbokani, le talent qu'il avait, c'était vraiment impressionnant. Ouais, c'était dingue. Hein. Il pouvait avoir la pire hygiène de vie du monde. Derrière, il était ultra performant. C'est dingue. Ouais, lui, il pouvait décider un jour, j'ai pas envie, il a pas envie, il s'entraînait pas, et puis le lendemain, il dit, aujourd'hui, je vais mettre 2 buts, et il mettait 2 buts. Incroyable. C'était impressionnant. Pareil, Dieu merci Mbokani. Je dirais même Milan Jovanovic. Okay. Les deux sont bien, mais même la fougue qu'il avait, et je trouve qu'elle allait vraiment bien avec les supporters du Standard, parce que j'étais jeune et je le voyais encore célébrer, à sauter dans les supporters qui renversent la bière sur lui, mais il est là, il ressaute dans les supporters. Je veux dire, maintenant, tu vois plus jamais un joueur qui va célébrer avec les supporters et tout. Puis, tu vois, cette fougue, cet ADN qu'il avait, c'était... Dans ma mémoire centrale, il y a le but contre la Sampdoria. Incroyable. Ce que Milan Jovanovic fait dans ce match face à la Sampdoria, tu t'en rappelles, Steven? C'est absolument fantastique. Et il y a une atmosphère dans ce stade-là, au moment de ce but-là. Je pense que là, on n'est même plus sur de la Belgique, on est sur le plus grand public d'Europe. Le match contre Arsenal aussi, où il marque... Ouais, assez dingue. D'ailleurs, avec un Elakim Mangala qui a jamais été aussi fort qu'à ce moment-là. Exactement. Ouais, non, mais Jova aussi, c'était impressionnant parce que au moment qu'on était performant en Europe aussi, qu'on a gagné contre la Sampdoria, qu'on a gagné contre la Séville aussi, le match après, il était toujours un peu moins. On jouait contre Roulers ou Dender ou des trucs comme ça. Jova, il était pas là. Mais pourquoi j'aimais bien la personne? Parce qu'il vient dans le vestiaire, il s'excuse. Ouais. Il a dit aujourd'hui, Jova, il était pas là. Il dit désolé, Jova était pas là. La semaine prochaine, je vais être là. Tu vois, donc, Jova, c'était comme ça et on le savait. Donc. Ça te devait te donner des mots de tête quand même quand t'étais coéquipier. Ouais, mais voilà, nous, on avait assez de talent et avec Dieu aussi, à un moment donné, on était que performants en Europe, on va dire.
Mais il y avait encore Axel, moi, et il y avait encore les autres. Il y avait Goré aussi. Et donc, on avait encore assez de talent pour faire la différence. Voilà, et Xavier aussi, sympathisant du Standard, on peut Ouais. le dire. À ce moment-là, j'étais encore abonné. C'était la grande époque, effectivement. C'est les beaux souvenirs entre Mbokani et Jovanovic. Bah moi, j'arrive pas à me décider, donc je vais prendre Dieu merci à Mbokani, parce que Jovanovic, il a été dans ses fois de carrière, il était dans un club que je déteste. Ouais, Donc, ok. je vais prendre Dieu merci à Mbokani. Ouais, je peux comprendre également. Alors, Sinan Bolat ou Silvio Proto? Ça, je pense que le choix, c'est assez clair, quoi. Sinan Bolat, quoi. Ah, mais je te demande de le faire, je te demande Non, de le bah, faire. le Sinan choix- Bolat ou Silvio Proto? Le choix est clair, Sinan Bolat. Ok, Sinan Bolat. Ah, rien que le goal contre la Z, c'est mythique, hein. Ça, les gars. Évidemment. Et tu sais que dans mon bureau, j'ai un cadre avec toute la phase de jeu du goal de Sinan Bolat, hein. Incroyable. Avec, enfin, toi, les cadres, toi, avec Absolument. celui qui tire le Ouais, la coup phase franc comme et tout avec Je ça. l'ai vu ce Et cadre, je l'ai- je bah, l'ai voilà, déjà vu. voilà. Je pense qu'on avait fait des meetings, Voilà. des meetings ensemble, je l'avais vu, il était derrière Ouais, c'est dans ça, ton derrière bureau. moi, ouais. Ah, je vois très très bien de quoi tu parles, mais c'est effectivement des moments historiques. Ouais. Et à ce moment-là, le temps s'arrête, Steven, on est d'accord? Ouais, j'étais dans la loge de Lucien parce que j'étais blessé, Ouais. j'avais la fracture au pied et on pensait que c'était fini. Et puis tu vois ça, quand tu vois tout le stade, j'ai devenu fou à ce moment-là. C'est quand même encore mieux qu'un film, hein, le football des fois. Ouais, parce que T'aurais on pas pu s'y l'écrire. entendait pas du tout parce que je pense que même le match était pas terrible. AZ, on va dire qu'il gérait le match. Et puis à la fin, il y avait un moment. Le moment magique. Ouais. Voilà. Alors, le dernier choix, Aleksandar Mitrovic. Attention, c'est pas la même position, ou Mathias Suarez. Je dirais Mathias Suarez. Mathias Suarez. Mitrovic. Mitrovic, Suarez, comment ouais, la magie de Mathias Suarez. La magie, même si quand moi j'étais en Anderlecht, il avait perdu un peu de sa magie parce qu'il y avait les blessures, il s'en remettrait pas. Et Mitro, j'adorais comme personne et comme travailleur aussi, je l'adorais. Et il a fait une carrière absolument exceptionnelle. Il est maintenant du côté de Al Hilal Ouais. en Arabie Saoudite. C'est quand même incroyable la façon dont il a pu continuer à progresser. C'est un gros travailleur, Mitrovic. Ouais, parce que je trouvais qu'en Belgique, il recevait un peu trop la critique facile, Mitro, parce que on dirait qu'il voulait pas travailler, qu'il voulait pas courir, mais pour moi, c'était l'inverse, parce qu'à l'entraînement, c'est lui qui restait jusqu'à la fin, qui continuait à travailler sur sa finition et tout. Mhm. Et on l'a vu par après aussi dans les compétitions par après, il a toujours marqué des buts. Alors Steven, on va s'intéresser à toi, mais je vais d'abord commencer à poser la question à mes amis. Xavier, si tu devais définir la carrière de Steven en un mot, Réussite. réussite. Quentin, Délivrance. délivrance. Parce qu'un 20 avril 2008, Ok. c'est 25 ans après, hein. C'était ce match-là, le jour de mon anniversaire, et victoire contre Anderlecht, 2-0. Et Standard, qui était champion après 25 ans, était capitaine de l'équipe. Donc je dirais délivrance. Bon, c'est bien. Là, on est sur des louanges. Toi, Ouais. si tu dois définir en un mot ta carrière, En un mot, comment dire t'inquiète pas, on n'est pas en télévision ici. Tu peux réfléchir, il y a pas de souci. Non, t'as le temps. mais je cherche le bon mot en français, on va dire. Il se passait toujours quelque chose, en fait, tu vois. Ouais. Comment dire Ouais. Surprenant, peut-être. Surprenant, peut-être fanatique ou Ouais. un truc comme ça, Ok, fanatique. Ouais. d'accord, ok. Toujours une carrière qui part dans tous les sens, dans le positif ou dans le négatif. Alors Ouais, dans ce non, cas-là, dans les si deux je- sens, ouais, dans les deux sens. Ok, je comprends. T'as pas encore recommencé de nouveaux challenges, de nouvelles aventures depuis ton départ du KV Malines. C'était en novembre 2023. Est-ce que c'est volontaire de ta part ou dans la tête de Steven, il y a un projet qui l'attend? Et il attend et le bon moment pour le saisir. J'attends le bon moment parce que la fin de ma ligne était très dure mentalement. Parce que en tant qu'entraîneur, c'est quand même très différent en tant que joueur de foot. Et puis, j'ai directement plongé dans... J'ai arrêté ma carrière, j'étais assistant, puis assistant, j'étais T1. Et ça a été, mentalement, ça a été dur à un moment donné parce que tu sais que tu as quelque chose de bien dans le vision de jeu, le jeu que tu veux proposer. Tu sais que Mhm. ça marche et que ça va marcher, mais c'est juste qu'à un moment donné, ça n'allait plus. Mais t'es très vite passé quand même de la carrière de joueur à entraîneur. Le switch, il s'est fait super rapidement. Ouais, et je voulais le faire parce que je voulais voir si j'aimais ou pas.
Parce que je sais que si je vais prendre 1 an ou 2 ans pour moi, j'allais plus revenir dans le foot. Ah oui, sérieux? T'as Ouais, non. d'autres envies que le football? Bah, d'autres envies, non. C'est juste que le monde de foot, c'est un monde qui est très particulier aussi. Et quand on vit dedans, des fois, on perd, on peut vite perdre les choses de la vraie vie, tu vois. Donc, et je sais comment ça marche, et comme vous aussi, vous savez aussi comment ça va dans le monde du foot. Et des fois, c'est pas très agréable. Et t'as eu le sentiment parfois de perdre un peu le sens des réalités, de la vraie vie, comme tu dis? Pas le sens de réalité, c'est peut-être faux, mais tu vois, c'est un monde qui est très, qui peut être très vicieux aussi. D'accord, ok. Donc, Et t'en as souffert, quoi. C'est quelque chose. Ouais, mais tu vois, avec les choix qu'on fait, mais on le sait, tu vois, le monde du foot n'attend pas un tel ou un tel. Mhm, Mais bien sûr. pour revenir là-dessus, en tant que coach, imaginons, le Standard arrive en crise. Ouais. Ivan Leko est viré. Le Standard t'appelle. Ouais, Quelle non, serait ta réaction? il faudrait y réfléchir parce qu'il y a beaucoup de, beaucoup de choses que, tu vois, je réfléchis beaucoup avec le cœur aussi, donc, de un, moi, j'ai toujours le Standard en tête, le Standard de 2008, avec l'organisation, la structure qui va avec. Et actuellement, ce n'est plus le cas. Il y a beaucoup de doutes et il y a énormément de dettes aussi autour du club. Est-ce que le club il va être vendu ou pas? Donc, et puis aussi, il y a aussi la qualité des joueurs. Tu vois, quand on parle du Standard, moi, on regarde toujours 2008 et à chaque fois, quand on parle du Standard au jour d'aujourd'hui, avec les joueurs qu'ils ont, ils le font bien, ils font du bon boulot. Mais c'est juste que nous, on le compare avec le Standard, avec les grands standards, alors que c'est pas assez c'est vraiment pas assez, il y a pas assez de qualité. Mais si on veut, il faut commencer quelque part si on veut changer quelque chose. On devrait pas le faire, selon toi. On devrait pas comparer ton époque, qui est la plus grande époque, certainement, maintenant on peut le dire, du 21e siècle au Standard, et cette époque de maintenant. C'est quelque chose de mauvais, selon toi, de faire ça? De comparer les deux époques? La différence, elle est trop grande. C'est pas comparable. C'est pas comparable. Ouais. Et c'est peut-être pas, on va dire, c'est peut-être pas honnête envers les joueurs qui sont là maintenant, parce que voilà, c'est des bons joueurs. C'est juste si tu veux dire que le Standard doit jouer le titre, absolument pas. Même Playoff 1, s'ils vont tous une année exceptionnelle, peut-être, mais ça risque de ne pas arriver. Après, si on regarde les statistiques, le Standard, sur un rythme à domicile, peut très bien aller chercher les playoffs 1. Deuxième meilleure équipe. Hein. Voilà, c'est à l'extérieur que le problème se pose. Vous aviez beaucoup moins de problèmes aussi dans votre équipe à votre époque pour aller gagner des matchs à l'extérieur. Ouais. Même si Sclessin restait Sclessin, on est d'accord. Hein. Ouais, mais déjà, le Sclessin maintenant, c'était encore quand même différent que le Sclessin d'avant. Aussi, on va dire que là, c'était tout le temps complet, il y avait toujours une ambiance. Et maintenant, il y a aussi de l'ambiance, mais c'est différent parce que avant, tu perdais un match, tu savais quelle heure il était. Ouais. Des fois, sur le parking, tu les voyais. Donc, il faut être champion. Maintenant, ils sont Sur un match, Ils ont c'est pas trop conscience, grave, je crois quoi. que les supporters, ils ont conscience que Voilà. maintenant, c'est plus le standard d'avant. Ça joue Voilà. aussi. C'est pour ça qu'ils sont moins fâchés et ils savent taper du poing sur la table quand il faut, mais ils savent aussi avoir du lest, savoir se dire, ah ben, c'est plus la même chose, c'est pas la même équipe, c'est pas les mêmes joueurs. Ça, justement, je pense que les supporters, ils l'ont compris et ils savent que, voilà, maintenant, ça, je reviendrai dans la patte de l'expert, mais c'est plus gagner sans séduire qu'essayer de séduire sans gagner. Donc, c'est ça la différence. Ah, c'est beau ça. Ouais, Gagner sans séduire plutôt que séduire sans gagner. C'est beau, c'est un philosophe. Hein. Voilà, on a un philosophe avec nous. C'est magnifique. Steven, je voulais revenir sur les propos que tu as eus tout à l'heure. Est-ce que tu as encore cette flamme du foot qui brûle en toi? Est-ce qu'il y a encore cette immense passion? Parce que avec les déceptions, parfois tout ce que tu as pu vivre, etc., forcément il y a des hauts, des bas, c'est un peu comme une adrénaline, mais c'est un peu aussi comme une drogue. C'est-à-dire que quand on a fini la drogue et qu'on est sorti du centre de désintoxication, on est bien content d'avoir terminé avec ça. Tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi ce truc de, en fait, je suis bien avec ma distance, mon poste d'analyste pour la télé flamande, je suis bien dans ma peau, etc. J'ai pas peut-être envie de me remettre dans un bourbier, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Non, en fait, moi, j'ai, en fait, la flamme, je l'avais quand j'étais un joueur de foot. Tu vois, moi, jouer au foot, pour moi, c'était le plus beau qui existait. Tout ce qui est autour, c'était un peu moins, différent. Et aussi, en tant qu'entraîneur, maintenant, j'ai le luxe de me trouver dans une position où je suis pas obligé de faire, je dois pas rechercher un boulot. Donc, je peux choisir ou attendre
un bon projet, mais ce sera à mes exigences, tu vois, ce que je veux moi. C'est pas parce que, on va dire, c'est pas une question de financier ou autre que je dois trouver un boulot dans le foot. Ça veut dire Donc que si je fais quelque chose, ce sera à 100%. ce sera un projet sain aussi peut-être. Ouais, Ouais, en espérant. Enfin, dans le foot, c'est ça, c'est pas évident. c'est pas évident. Hein. Non, mais c'est vrai. Bah, tout à l'heure, tu as parlé du Standard. Je vais quand même vous donner une petite info. Devinez qui était en loge lors du match Standard-Cercle. Notre ami tonton Lucien Donofrio, Voilà. évidemment, avec son garde du corps, il est en train de préparer quelques petites affaires, ça va être encore sympa. Il est toujours évidemment dans l'environnement du Standard, mais un Standard avec Lucien à sa tête, forcément, s'il t'appelle, c'est difficile de dire non à tonton Lucien. C'est difficile, ouais, c'est difficile. Mais bon, après, Lucien, on sait jamais regarder dans sa tête ce qui se passe dans sa tête. Et peut-être s'il reprendra le Standard, ce sera aussi assez comment il le veut lui. Hein, donc, Ouais. il attendra le bon moment pour faire comment dire, sa décision. C'est la personne la plus importante dans ton histoire de football business, Lucien Donofrio? Ouais, je pense surtout jusqu'à Anderlecht, oui. Ouais, après aussi avec l'Antwerp aussi, il a été important aussi. C'est lui aussi qui a fait l'effort de venir me chercher à Genk aussi. Ouais. Et de créer aussi une équipe que beaucoup de personnes à un moment donné doutaient, qui pouvaient être performants, mais qui étaient quand même performants. Oui, parce que tout à l'heure, on parlait de Milan Jovanovic. Moi, je me rappelle de déclarations de Lucien Donofrio, qui évidemment, c'était pas des déclarations publiques, mais qui disait, voilà, j'ai vendu un canasson à Séville, il parlait de Dragutinovic, et j'ai acheté un joueur absolument fantastique pour rien du tout du Shakhtar. Il parlait évidemment de Milan Jovanovic. Donc, il a eu toujours cet aspect de sentir les coups, et avec toi, il l'a fait aussi. Ouais, mais faut savoir, avec Jova, il était en test au Standard. Il était en test, il faisait la préparation, il était en test au Standard. Moi, je venais d'arriver aussi. Et oui, donc il y avait Axel et Marwan qui sont montés des jeunes à un moment donné. Et tu sentais à un moment donné que voilà, ils faisaient les bons coups au bon moment. On avait un milieu de terrain très jeune, mais le reste autour, c'était bien. Il y avait un Bocani qui était venu d'Anderlecht. Et ouais, après, il y avait Onyewu Sarr derrière, avec Dante qui était venu en hiver, je crois, par après. Ouais, c'était costaud. C'était costaud. Il y a forcément une époque dont on doit parler. On va revenir un petit peu en arrière. Si toi, tu devais justement revenir en arrière, est-ce que tu aurais dit oui au Sporting d'Anderlecht en provenance de Porto? C'est dur parce que à Porto, je jouais mes matchs, mais sans plus, tu vois, j'avais pas un impact que je voulais. Et des fois, je jouais 3-4 matchs d'affilée, peut-être, et puis j'étais 2 matchs sur le banc, donc il y avait vraiment une alternance, tu vois, et j'aimais pas. Moi, je suis un joueur qui veut être sur le terrain. Et puis, à un moment donné, je voulais jouer, et il y avait la Coupe du Monde. Et PSV était très intéressé, j'avais un accord avec le PSV, mais Porto ne voulait pas parler de transfert. D'accord. Et donc j'étais là, et puis c'était mi-août, et puis Anderlecht, ils sont venus, et puis j'ai dit non. Enfin, tu vois, j'avais rien contre Anderlecht, mais tu vois, j'ai été capitaine du Standard, donc je savais que ça allait être un choix qui était très difficile et accepté par les 2 groupes de supporters. Mais puis j'ai essayé de mettre la pression au PSV, mais bon, ils avaient aussi les limites de budget, puis Porto, il faisait un peu difficile. J'ai appelé aussi, on a appelé aussi au Standard, et Duchâtelet, il voulait pas, donc c'était clair du début. Et puis voilà, Anderlecht, à un moment donné, ils ont fait les efforts nécessaires pour, voilà, tu vas être mis bien, et par après, peut-être que j'ai sous-estimé l'impact du transfert, parce que moi, je pensais, si je joue bien, ça va passer, tu vois. Ok, que les supporters du Standard, ils vont être très fâchés, Tu le savais, tu en avais conscience. Je savais. Mais après, point de vue d'Anderlecht, je pensais que ça allait mieux passer, tu vois. Et pourquoi tu l'as pas exprimé à ce moment-là?
Pourquoi est-ce qu'il y a eu une forme de mutisme au moment où tu es passé à Anderlecht, où il y a eu en fait pas de communication? Si tu avais été, c'est juste une réflexion, hein, c'est pas du tout un conseil ou quoi que ce soit, mais je me dis, si ce que tu viens de dire là, tu l'avais dit au moment où tu passais à Anderlecht, pour pouvoir essayer d'exprimer de manière un peu plus lisse ce qui s'était passé dans ta vie au niveau du mercato, tu penses que les supporters du Standard, ils auraient réagi différemment ou pas? Non, je pense pas. Non, c'est moi non plus. Je pense qu'il y avait beaucoup de haine à ce moment-là, et même si j'explique les choses comme ils se sont passées, moi je suis un joueur de foot, et ma période au Standard était magnifique, peut-être le meilleur de ma carrière, ce qu'on a vécu ensemble, c'était vraiment impressionnant, et les gens qui travaillaient là, la billetterie et tout, je les adorais, même je les adore encore maintenant. Mais je suis un joueur de foot qui veut jouer au foot, et rester 6 mois dans un noyau B à Porto, on va dire, c'est pas un truc qui était fait pour moi. Et puis une carrière de foot qui était qui a été très cool aussi à un moment donné. Donc, Bien sûr. si je pouvais retourner au Standard, je l'aurais fait. Mais le choix, il était pas là. Ouais. Et puis voilà, choisir pour Anderlecht, ouais, voilà, c'était un choix. Mais c'est ça qui est dingue avec Steven, je sais pas ce que vous en pensez, messieurs, c'est que il a à chaque fois dans sa carrière réussi à se réinventer. Il y a plusieurs Steven dans ton histoire, tu vois. Il y a eu ton époque au Standard dont on a parlé, on va en reparler. Il y a eu forcément l'époque Anderlecht, il y a eu l'époque Burnley aussi, parce que on n'en parle pas beaucoup, mais à Burnley tu as compté. Moi je sais que par exemple les dirigeants, ils te sollicitent et ils discutent avec toi quand ils ont besoin de savoir des choses, notamment quand il y a eu l'histoire du rachat à Malines, etc. Voilà, tu es quelqu'un qui a compté là-bas. T'as plusieurs vies aussi. T'as conscience de ça? Ouais, je suis très conscient parce qu'au Standard, en fait, j'ai dû partir parce que Duchâtelet avait acheté le club et il voulait un peu faire partir les gens qui étaient proches de Lucien. Donc, Witsel est parti, Carcela est parti, moi je suis parti, Mangala est parti pour faire de l'argent aussi. Et donc, mais j'étais pas à ma meilleure forme parce que j'ai eu la fracture du pied, j'ai eu l'opération à l'épaule, donc j'étais pas à 100%. Donc, si moi, idéalement, je pouvais choisir, j'ai resté encore 1 an de plus au Standard pour me retrouver au niveau, et j'allais dans un club qui venait de gagner l'Europa League. Donc, je courais un peu derrière ma forme, et donc, voilà, il y avait des hauts et des bas à Porto, je me suis très bien amusé, j'ai joué des bons matchs comme j'ai joué des mauvais matchs. Et après, à Anderlecht, je voulais me mettre sur le plan sportif, je voulais retrouver mon niveau. Et je pense que j'avais un bon niveau, j'avais fait des bons stats, mais c'était jamais assez. Il y avait un coup en fait, je boxais contre quelque chose où je ne pouvais pas gagner. Ouais. Tu tapais contre un mur, quoi. Voilà, j'ai tapé contre un mur, je pouvais pas gagner. À un moment donné, je l'ai vu et j'ai dit à Van Osbeek, je dis écoute, c'est mieux qu'on parle parce que ceci, ça va pas marcher. Même si avec Weiler, je trouvais que c'était un très bon coach. Et qu'on pouvait faire quelque chose de bien, et à la fin, ils étaient champions aussi, donc, mais à Burnley, j'ai retrouvé ma forme et j'ai adoré d'être là-bas. Tu sais, Steven, il y a beaucoup de gens qui vont te parler forcément du tifo qu'on a désigné comme le pire tifo, etc., contre toi. Moi, je ne vais pas parler de ça. Je vais parler d'un autre tifo. Je vais parler de celui du 15 mai 2011, Standard Anderlecht, légende de Sclessin. Est-ce que tu t'es rendu compte, à ce moment-là, à quel point tu comptais pour les fans du Standard de Liège? Est-ce que quand tu vois ça, tu te dis, ah ouais, ok, je représente quand même quelque chose qui dépasse même le club, quoi. Non. De là avoir un tifo avec celle à côté, quoi, tu vois? Mais non. Parce que, on est jeune, je pense que j'avais 22 ou 23 ans à ce moment-là. Pour moi, c'était normal. Gagner un titre de champion de Belgique, gagner le soulier d'or, être important pour un club, pour moi c'était normal parce que moi je sentais que j'étais un des meilleurs joueurs de la Belgique. Donc pour moi, être important c'était normal. Alors que quand je vois maintenant de ce qu'on a fait là-bas, c'était impressionnant. Avec l'équipe qu'on avait à cette époque-là, c'était le meilleur Standard des dernières 20 ou 30 ans. Tu vois, c'est comparé avec l'équipe des années 70, des années 80. Et puis, tu avais le Standard de 2008, 2009. Donc, tu sais que tu as créé quelque chose de magnifique, sauf j'ai pas savouré à ce moment-là. Tu te rendais pas compte à quel point tu étais important pour eux, quoi. Je savourais pas. C'est juste par après que tu te rends compte. En fait, gagner un titre, c'est très difficile.
faire des performances comme ça, chaque semaine, c'était très dur et on le fait. Mais pour nous, ouais, c'était normal, quoi. Parce que oui, c'est ça que je disais. On parle beaucoup parce que c'est une histoire d'amour entre les supporters Ouais, et. c'est surtout un impact que Steven n'a pas dit. Ça faisait 25 ans. Ouais. Ça faisait 25 ans. Vous n'avez même pas gagné un titre du championnat de Belgique. Ça faisait 25 ans que le Standard courait après ce titre-là. Et donc, c'était, pour moi, comme je disais, mon mot, c'est la délivrance. Parce que ça a délivré tout un peuple, ça a délivré les meilleurs supporters de Belgique et tout. Donc, ouais, clairement, mais c'est dommage. Ouais, c'est après qu'on se rend compte que c'était une légende. Et aujourd'hui, j'ai un peu l'impression que ça a donné un espèce de précédent où il pourrait plus y avoir de plus haute trahison que, en tout cas selon ce que les supporters du Standard pensent, hein, Steven, Mais que ce qui s'est passé avec toi. Hein, je peux les comprendre et voilà, même si moi j'étais supporter du Standard et je vois que mon capitaine il fait ça, je serais fâché aussi, tu vois. Donc peut-être, tu vois, il y a des degrés de haine, de trucs comme ça, mais moi, le joueur de foot, Steven Defour, il voulait juste jouer au foot, tu vois. Il voulait prendre du plaisir dans le foot. Et après, les choix, ils étaient pas énormes. Si je pouvais faire un autre choix qu'Anderlecht, j'aurais fait à ce moment-là. Parce que je connaissais pas Anderlecht. Après, voilà, j'ai connu des personnes. J'ai fait aussi quelques amis pour la vie là-bas aussi. Mais l'époque du Standard, elle n'est pas revenue, elle ne reviendra pas. Mais tu sais que c'est très intéressant parce que tu parles de toi, tu as fait une dissociation. Tu dis Steven Defour, le joueur de foot. Ouais, tu vois, et c'est comme si tu ne parlais plus de toi à ce moment-là. Tu comprends? C'est difficile à faire comprendre aux gens qui sont pas joueurs de foot. À un moment donné, on veut juste jouer au foot. Tu vois, quand on avait 8 ans, 12 ans, 15 ans, on était sur le terrain à côté du village, on voulait juste jouer, tu vois. C'était ça. Et puis, quand tu deviens professionnel, ça devient du travail. Et puis, on fait le lien avec, tu vois, on joue au Standard, on se met dans l'histoire du club, on veut faire du bien pour le club, les gens qui travaillent là-bas, les gens qui donnent leur vie pour acheter un abonnement au Standard. Et tu vois, après 25 ans, tu gagnes les titres, tu vois des gens pleurer, tu vas dans le centre-ville par après, tu vois tellement de gens heureux, donc ça fait du bien de voir les gens heureux, que tu puisses les rendre heureux en jouant au foot, tu vois. Ouais. Mais pour nous, le fait de pouvoir jouer au foot et pour jouer pour des clubs comme ça, c'est le plus important. Tu penses avoir fait des erreurs dans ta carrière? Mais ouais, clairement. Bien sûr. Tu sais en dénommer une? Des erreurs, tu sais, à un moment donné, tu vois, tu grandis aussi dans ta carrière, des erreurs. Tu vois, des fois, tu fais des interviews où tu dis, c'est peut-être mieux que je devrais me taire. Tu vois, des fois, quand je vois des joueurs de foot qui ont 20 ans, qui s'excitent comme ça autant, ou qui font des déclarations comme ça, et puis je me rappelle, à 20 ans, j'ai fait les mêmes déclarations, donc... ouais. Mais bon, c'était à l'époque où tu vois... C'était la naïveté des jeux de l'enfance, quoi, de la jeunesse, on va dire. Et puis, à un moment donné aussi, je dois dire que quand je me suis cassé le pied, l'hygiène de vie, je sortais souvent aussi. Et c'est seulement, on va dire, à Anderlecht, Burnley, que je me suis rendu compte que l'hygiène de vie, je sais pas que... Ouais, la ville de Liège, c'est pas évident pour l'hygiène de vie. Non, mais je veux dire que moi, je pensais, je suis blessé, je ne joue pas, donc boire un verre, tu vois, c'est le moment de le faire, alors que c'est plus dans la révalidation que c'est important de bien vivre, de vivre plus sainement, un truc comme ça. Et si j'aurais su à la fin de carrière que ça se fait, ben, je l'aurais fait au début aussi. En tout cas, moi, j'ai des souvenirs exceptionnels de toi en tant que joueur et notamment en équipe nationale parce que je me rappelle d'un écran géant, justement, sur la ville de Liège. C'était le 6 septembre 2013, un match contre l'Écosse. Tu mets un but exceptionnel. C'est mon plus beau souvenir de toi avec les Diables Rouges, très certainement. Là, on a vu certainement le meilleur, je pense, de Steven Defour avec les Diables Rouges. Qu'est-ce que t'en as, toi, comme souvenir quand tu penses à ton époque avec les Diables? C'est une époque qui a deux faces, on va dire, parce que la première était pas
était pas terrible parce que il y avait une génération qui était plus là parce que tu avais la génération de Timmy Simons et Lisson qui ont fait la Coupe du Monde 2002. Et puis normalement, il y avait une génération qui était avec Stenen, Gerrard, il y avait des joueurs, Pierroni, on va dire, qui devaient prendre le relais, mais ils n'étaient pas là. Et nous, 18 ans, 19 ans, moi, Fellaini, Witsel, Vertonghen, Dembélé, on avait 18, 19 ans. Et on devait jouer des matchs internationaux contre un Portugal, contre une Espagne, qui était au-dessus. Donc le début, c'était très difficile. On va en Azerbaïdjan, on perd 1-0 ou 2-1. À un moment donné, il y a 5000 personnes dans le stade. Donc c'était très dur. Et puis à un moment donné, on fait des transferts en Europe. Moi, je vais à Porto, Compagnie, il est à City, Kevin, il est à Werder de Brême, je crois, à un moment donné. Eden, il est à Chelsea. Donc, tout le monde commence à avoir des postes importants dans des clubs européens. Et puis, tu vois que ça commence à faire quelque chose. Et puis, voilà, l'Écosse, pour moi, c'était le début de quelque chose de C'est ça. bien. C'est à ça que je voulais y venir. Il y a, à ce moment-là, l'étincelle de quelque chose qui naît. Pour moi, à ce moment-là, en 2013, il se passe quelque chose même dans le public, chez les gens. Tu le ressens, ça? Ouais, on le ressent parce que on savait que si on gagnait ce match-là, c'était très important parce que on l'a su par après que la Croatie elle avait perdu des points et donc on avait besoin qu'un match nul en Croatie pour se qualifier. Et là, ce moment-là, on avait tellement de confiance en nous. Et puis aussi le match en Croatie, on a fait un super bon match. Et là, je pensais de Lukaku, ouais. Mais là, je pensais aussi que j'avais ma place parce que De Bruyne à ce moment-là, il jouait à droite à ce moment-là. Il y avait Romelu et puis à gauche il y avait Eden. Et puis les mois ils passaient. Et puis pour la Coupe du Monde, il avait mis De Bruyne en numéro 10. Et donc là, il avait changé le milieu de terrain. Donc j'étais un peu déçu que je ne pouvais pas commencer la Coupe du Monde. Mais bon, c'était une superbe expérience. Mais tu as été titulaire lors du 3e match de poule de la Coupe du Monde 2014. Je pense que c'était contre la Corée du Sud. Il y a un milieu de terrain exceptionnel. Parce que maintenant, on est en train de se poser des questions de qu'est-ce qu'on fait avec Arne Engels, qu'est-ce qu'on fait avec Vermeeren, Moussa Dembélé, Marouane Fellaini et Steven Defour dans le cœur du jeu. Ouais, mais ils n'étaient pas à la même moment de leur carrière que notre milieu de terrain actuel. À ce moment-là, en 2014, ils avaient 3-4 ans de plus. Les Fellaini, Witsel et tout ça, Fellaini il était déjà à United, Dembélé il était déjà à Tottenham et autres. Nos milieux de terrain actuels, ils jouent que dans des clubs du sub-top, ils sont pas toujours titulaires. Je pense qu'il faut plus comparer notre milieu de terrain actuel à l'époque de Steven Defour quand ils étaient en 2010. Non, mais je suis d'accord, mais au regard des attentes, justement, c'est logique d'avoir des attentes moins importantes avec cette génération-là par rapport à la vôtre. Parce qu'en 2014, tout le monde est déçu, mais tout le monde est quand même content de perdre 1-0 contre l'Argentine. Mais quand tu vois ce milieu de terrain-là, tu te dis oui, mais en fait, on pouvait vraiment la battre, cette équipe d'Argentine. Ouais, par après, oui, je pense même 2016 aussi, hein, on joue 10 fois à la Pays de Galles, on gagne 9 fois, on va dire. Hein, donc c'était un moment comme ça. Mais bon, comme elle a dit aussi, nous on était sur le début, mais on était déjà, on va dire, confirmé. 6-7 ans en équipe nationale, on a eu des débats aussi. Mais je trouve que c'est un peu différencié parce que maintenant, ces joueurs qui sont là aussi, ils jouent déjà dans des clubs, dans des bons clubs. Ils jouent peut-être pas tout le temps, mais ils jouent déjà dans des bons clubs. C'est juste que, voilà, les attentes, au début, ils étaient trop hauts, je pense. Maintenant, de toute façon, tu joues contre l'Israël avec l'équipe qu'il y avait sur place, il faut toujours gagner. Il y a pas d'excuse pour ça. Après, les attentes, je pense qu'il faut un peu les modifier parce qu'il y a du talent. Et peut-être dans 4-5 ans, ils arrivent sur un niveau où on peut dire, voilà, maintenant on peut viser quelque chose de bien. Mais il faut évoluer aussi, il faut évoluer dans le bon sens aussi parce que, on va dire, le cas Openda, il joue très bien au Leipzig. Il a des difficultés en équipe nationale. Tu vois, c'est pas que, voilà. Ouais, je comprends très bien. Et surtout, il y a une chose importante, c'est que moi, je trouve en tout cas hyper intéressant ton avis sur cette génération-là. Parce que tu as connu, on vient de le dire, le début de quelque chose qui naissait. Et là,
normalement, les gens attendent que cette nouvelle génération renaisse. Tu vois ce que je veux dire? Donc on attend un nouveau, vraiment ce qu'on appelle un renouveau. Mais ce renouveau, c'est un peu comme si on a mis un petit peu d'eau dans une poudrière. Forcément, la bombe, elle explose pas. Et ben c'est exactement ça, moi. Ouais. Toi, qu'est-ce que t'en penses de cette nouvelle génération qui doit pouvoir prendre le relais comparé à la tienne? C'est comme si la tienne, elle avait pris son élan et elle a un petit peu du mal, la nôtre, en 2024. Je pense que la différence avec la génération qu'il y a maintenant et la mienne, c'était que dans tous les domaines, hein, gardien, défense, milieu de terrain, attaquant, il y avait toujours un joueur de classe mondiale. Ouais. Courtois, je pense à l'époque il était à Atlético Madrid, impressionnant. Défense, il faut même pas, il y avait Kompany, il y avait Vermaelen, il y avait Vertonghen qui était obligé de jouer à gauche et Alderweireld qui était obligé de jouer à droite. Mais c'était 4 joueurs défenseurs centraux. Ouais, tu peux jouer comme ça. Ouais, hein. impressionnant, ouais. Tu savais, il y avait un long ballon, tu devais même pas regarder derrière toi parce que tu savais qu'ils allaient gagner le duel, tu vois. Donc, et puis au milieu de terrain, chaque joueur avait ses qualités. Marouane, il avait des qualités spécifiques. Dembélé, il avait des qualités spécifiques. Witsel, moi. Puis il y avait encore Raja. Chadli qui pouvait jouer aussi au milieu de terrain. Et puis devant, t'as Kevin De Bruyne, Eden Hazard et Romelu Lukaku. C'est la classe mondiale. Et je sais pas si on va y arriver avec cette équipe de maintenant. Je ne vois pas pour le moment. Peut-être Doku. Si avec les statistiques il va continuer à grandir, Onana il peut s'il est bien entouré, mais de classe mondiale j'ai pas encore vu. Peut-être que ça arrivera, je suis pas sûr, mais ça veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une bonne équipe. Je pense qu'on peut avoir une bonne équipe, mais il faut faire les bons pas vers l'avant et surtout défensivement il faut trouver à un moment donné une bonne défense, Ouais, mais là, on est parti pour 10-15 ans sans avoir la génération que toi, tu avais, que tu as eu l'occasion de côtoyer, on est d'accord. On a raté une fenêtre de tir, Steven. Ouais, peut-être, mais il faut donner aussi un peu de temps. Je veux dire que je laisse encore 2 ou 4 ans à cette équipe pour trouver une bonne équilibre. Et peut-être qu'il y a, d'ici quelques années, un défenseur, on va dire, de 19 ans qui a cette étouffe le joueur de classe mondiale. On ne le sait pas. Hein. Alors, je vais te poser une dernière question avant de passer au match de la semaine. Si tu dois choisir entre le soulier d'or 2007 et le fameux doublé 2008-2009 au Standard, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'on va vers l'individuel, donc le trophée individuel, ou alors le trophée collectif? Parce que, quelque part, le trophée individuel, ça résulte aussi de ces performances collectives. Ouais, pour moi, j'ai toujours été un joueur d'équipe, donc pour moi, les 2 titres, pour moi, c'était impressionnant parce que c'était 2 fois contre Anderlecht en plus. Et puis aussi la première parce que c'était après 25 ans et la deuxième, les test matchs, toute la Belgique regardait ces 2 matchs-là. Et c'était magique au moment que le sifflet y va, t'es champion de Belgique. Ouais, ça c'était absolument exceptionnel quand t'as été au stade. Non, T'étais pas au stade? Non. Ah ok, d'accord. Parce qu'ici on a 2 supporters du Standard, donc ils sont extrêmement ils ont une bonne mémoire. Voilà, ils se souviennent évidemment de ça. Le match de la semaine entre le Sporting d'Anderlecht et la Gantoise. Très simplement, jeu, 7 et match. Est-ce que le Sporting d'Anderlecht est à présent un prétendant au titre, Xavier? Je pense pas qu'il faut juger sur ce match-là pour dire s'ils sont prétendants au titre ou pas, parce que ce match, il a quand même été... Anderlecht mérite clairement sa victoire pour moi, ça c'est sûr et certain. Mais il y a quand même beaucoup de faits de match qui font que ça penche du côté d'Anderlecht, quoi. Le score est quand même fort sévère au bout du match. Le premier goal, c'est un autobut, mais complètement, Ritz, il tire à gauche, le ballon il part à droite, donc c'est pas genre un petit peu dévié. T'as la deuxième jaune qui est limite. T'as beaucoup de trucs qui font que ça a tourné en faveur d'Anderlecht. Anderlecht mérite sa victoire, je dis pas le contraire, mais c'est pas sur ce match-là qu'on doit dire si Anderlecht mérite être pris dans le titre ou pas. Mais avec Kasper Dolberg, avec cette forme, s'il continue comme ça, qu'on le retrouve, celui qu'on a connu il y a quelques années, c'est vrai que quand t'as un joueur comme ça dans ton équipe, tu peux rêver de titre. 10 buts en 5 matchs, toutes compétitions confondues pour Kasper Dolberg, c'est impressionnant, Quentin. Oui, c'est impressionnant. Maintenant, si tu veux être un prétendant au titre, il faudra le garder au mercato de janvier. C'est ça que ça va être très important. Parce qu'il y aura des clubs qui vont le courtiser. Il y a déjà des rumeurs sur la Bundesliga, la Première Ligue et tout ça. Donc, il faudra voir s'ils vont réussir à le garder. Mais pour revenir à la question, pour moi, champion, c'est trop vite, mais prétendant au titre,
Oui, parce qu'on retrouve un Anderlecht qu'on a connu dans les bonnes années. Un Anderlecht qui gagne du 6-0, qui va gagner 0-5 au cercle, qui gagne 4-0 contre Courtrai. Donc l'Anderlecht qui s'est enchaîné des 3 buts, 4 buts et tout les week-ends d'après. C'est ce qu'on connaissait avant et qu'on n'a plus connu depuis quelques années. Donc là, revenir à prétendant au titre, oui. Maintenant, il faudra aussi voir avec la Coupe d'Europe, voir la forme des joueurs. Donc ça, c'est encore long. On connaît l'histoire avec la Belgique, avec les playoffs et tout. Donc il y a encore du chemin, mais ils sont sur la bonne voie. Mais j'ai quand même le sentiment que ce match est quand même un déclic parce que la performance de Théo Léoni, on l'a dit, on en a déjà parlé ce mois-ci, il y a quand même un homme qui a resplendi qui s'appelle Mario Strookens. On parle maintenant de Kasper Dolberg. Donc il y a quand même un espèce de mouvement de fraîcheur nouveau au Sporting d'Anderlecht. Il se passe quelque chose de positif avec l'arrivée de David Huber. Ce qui est bien, c'est qu'un Anderlecht, et c'est par exemple ce qu'a parlé le Standard, un Anderlecht a un game changer. Par exemple, on l'a vu là sur la carte rouge provoquée sur Tornorga, c'est Edozie. À lui tout seul, il a fait la différence. Et si tu veux qu'un Anderlecht redevienne champion et soit un prétendant au titre, il te faut des game changers. Il te faut un joueur qui sait faire la différence en 1 contre 1, qui sait changer le cours du match comme ça en une action. Il sait partir, il sait, je crois que c'est Watanabe, il fait le petit crochet, il fait le petit point Watanabe. Ouais. Après, je pense que perso, il n'y a pas faute de Torunariga, mais il provoque cette action qui provoque quoi? Qui provoque la rouge de Torunariga, le coup franc de Dolberg. Ouais. Et donc, c'est un joueur à lui tout seul qui a fait la différence. Mais tu sais pourquoi je rigole? Parce qu'en fait, Anderlecht est en train de travailler pour Southampton. Il n'y a pas d'option d'achat et ils ont fait un prêt payant sans option d'achat. Il y a Torgan Hazard qui va revenir, mais si tu mets une option d'achat derrière, on sait que Mark Cook est capable d'aller mettre l'argent pour pouvoir garder le joueur parce qu'ils peuvent le revendre, ils font une plus-value. Donc, businessment parlant, cette histoire de Samuel Edozie, si c'est pas un panic buy, moi je sais pas ce que c'est. Hein. Oui, mais non, ça peut être intéressant pour justement à court terme retrouver le Anderlecht que t'as connu avant et que t'avais plus connu ici. Oui, mais tu vas nous faire une Zirkzee alors. Tu vas travailler pour les autres. Tu vas travailler pour les autres, mais travailler pour toi aussi parce que ça peut t'amener un titre de champion, ça peut t'amener de la Ligue des Champions, ça peut t'amener différentes choses sur le futur. Donc je trouve pas forcément. Tu mises sur les résultats sportifs. Cet Anderlecht là, Steven, toi qui as connu forcément une autre époque, tu le regardes de quel œil? Ça a beaucoup changé quand même depuis ton époque. Ça a beaucoup changé, oui. Et je pense aussi avec l'arrivée de David Huber, ils font du bon boulot. C'est juste que je pense qu'ils doivent trouver de stabilité dans le jeu, dans le résultat. Je pense que trop vite, ils font encore des mauvais matchs, on va dire, à Beerschot, perdre à Beerschot. À Bruges, ils étaient inexistants. Au club de Bruges, ils étaient inexistants. Donc, si tu veux être prétendant au titre, ces matchs-là, mais bien sûr, tu vas perdre des matchs. Mais la performance, elle doit être bien. Parce que si tu fais un bon match, tu perds. Avec les circonstances et des trucs comme ça, ça peut arriver, mais il faut encore le petit pas en plus. Ouais, mais c'est ça. Est-ce que tu penses qu'avec la naïveté, la confiance, c'est une espèce de variable qui fait que les résultats changent beaucoup, quoi. Ouais, parce que maintenant, ils ont gagné 6-0, tout le monde pense que voilà, prétendant, tout le monde le dit, prétendant au titre, mais quand tu vois le match, tu dis 6-0, c'est peut-être un peu trop exagéré, il y a la carte rouge. Voilà, c'est un peu, 6-0 tout allez, tout va bien. Ouais, tout va bien en Anderlecht, alors que peut-être le prochain match, c'est peut-être déjà différent. On va jouer Porto, peut-être qu'ils vont perdre 4-0, voilà, de nouveau au point de départ. Alors que, tu vois, c'est pas noir et blanc, tu vois, c'est un peu... T'es d'accord avec la phrase de Wouter Franken, la seule rouge qui aurait dû être donnée, c'est celle à Kosemans? C'est vrai, ça? Je pense pas que c'est carte rouge pour Kosemans, ça je pense pas. Il tire quand même le maillot, on est d'accord. Bon, il tire le maillot, mais pour donner une carte rouge, je pense pas. J'aurais pas donné une carte rouge à Torunariga non plus, mais... Ok. Voilà. Donc ça veut dire que c'est un petit peu teinté d'arbitrage, mais on n'est pas sur un tollé, Xavier. Non, après, je pense que l'arbitrage a quand même été très très mauvais sur ce match-là, mais c'est pas ça qui fait que Anderlecht a gagné, quoi. Mais de manière générale, l'arbitre, je pense qu'il a peut-être plus pensé à son rapport en fin de match et la cotation qu'il aura par rapport aux arbitres que gérer correctement son match sur le terrain, quoi. Mais j'ai bien compris que vous étiez en train de tempérer sur Anderlecht prétendant au titre. Vous n'êtes pas nécessairement encore convaincu à 100%. Non, parce que là c'est trop récent. Comme Steven le disait, il y a eu même au début on en avait parlé ici de David Huber, c'est qu'il y a eu des performances, c'était des contre-performances totalement. Donc ici ça a bien fonctionné. Après c'est un déplacement au cercle où le cercle, on connaît tous le cercle pour le moment, ça va pas. Courtrai qui s'en a aussi pris 3 ou 4 contre Westerlo ce week-end. Donc oui, il faudra confirmer, mais il y a de la qualité, il y a des bons joueurs pour justement pouvoir y arriver. Après, il y a des joueurs qui sont quand même en train de grandir. C'est ça. Le petit De Greef, moi j'aime beaucoup. Il y a Kylian Sardella avec sa première cape qui commence à grandir. On sent aussi cette maturité en lui. C'est un joueur de courage. Tu vois ce que je veux dire quand on parle de joueur de courage? Ça veut dire que c'est pas des mecs qui naissent avec le génie au pied, mais au final, t'as
parfois plus besoin d'eux en termes de fidélité et de soldats dans le vestiaire et également sur le terrain plutôt que des joueurs qui peuvent te faire vite fait une différence, tu vois. Ouais, il faut toujours 3-4 joueurs comme ça. Mais tout le monde doit reconnaître ses qualités de lui-même. Prendre l'exemple de Olivier De Schacht, on va dire, lui, il savait très bien ce qu'il pouvait faire, ce qu'il pouvait pas faire. Et lui, il faisait pas plus. Tu vois, lui, il va pas faire un dribble de dribbler 5 personnes, il va donner sa balle et c'est bon. Donc, il faut des joueurs comme Sardella qui ont confiance, qui vont donner un plus, mais qui ont une certaine régularité dans le jeu. Et puis, c'est à d'autres joueurs de faire la différence, à Dolberg, Struikens. C'est à eux de dire qu'Anderlecht est un prétendant en titre. Et ben ça, pour moi, le joueur footballeur 2024, c'est ce qui lui manque le plus. Connaître son niveau, se connaître lui-même. J'ai l'impression que les joueurs, par rapport à votre époque, ils ont l'impression qu'ils peuvent tout faire tout le temps et que ils veulent absolument ne plus avoir de limites, plus de barrières. C'est super pour eux. Sauf qu'à un moment donné, dans le jeu, ils sont soumis à ces restrictions. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont soumis à leurs limites. Et à votre époque, j'ai l'impression qu'on comprenait mieux qu'est-ce qu'on pouvait faire de bien, qu'est-ce qu'on pouvait faire de mal, et peut-être même que les coéquipiers le disaient, joue avec tes qualités. Tu vois ce que je veux dire? Tu comprends ça? Non, parce que déjà avec les réseaux sociaux, on voit tout, on voit toutes les images de tout le monde veut être Cristiano, tout le monde veut être Lionel Messi, et tout le monde veut dribbler, tout le monde veut avoir les chaussures Nike ou les chaussures Adidas, parce que ça te fait mieux jouer, des trucs comme ça, et on voit des images. Maintenant, avant on avait des cassettes vidéo pour voir l'adversaire. Maintenant, tu as des détails de tout le monde. Ouais, tu dois faire des passes comme ça, et tout le monde doit faire des trucs, mais on oublie la simplicité. C'est ça, il faut réfléchir, Ton jeu était un jeu simple. Ouais, mon jeu était un jeu simple, mais c'était pas le coach qui le disait. Maintenant, on va dire que c'est devenu un peu un foot PlayStation. Parce qu'on voit ce que l'adversaire fait, parce que maintenant on a toutes les images de tous les clubs. Et on voit, ouais, voilà, eux, ils vont sortir comme ça, on va mettre la pression comme ça, et puis on va jouer, nous, on va sortir comme ça. Qu'on oublie un peu les qualités individuelles de chacun, ou les défauts de son équipe, parce qu'on dit, si on fait ça, ouais, mais lui, il sait pas faire ça. Donc, il faut faire autre chose. Donc, la simplicité parle un peu aussi les coachs, mais aussi les joueurs. C'est là que l'humain est pour moi le plus important, parce qu'on parle beaucoup de data, mais cet aspect humain-là, il faut pas le négliger, parce que c'est grâce à ça justement que certains joueurs peuvent progresser, quoi. La critique sur Zidane, je trouvais qu'elle était ridicule, qu'il était pas très fort tactiquement, mais le mec, il a gagné 3 Ligues des Champions d'affilée, et donc, mais on lui a reproché qu'il faisait pas des bons choix tactiques, on va dire. Mais c'est ridicule, donc. Ça fait partie des coachs qui t'inspirent, toi, Zinedine Zidane? Non, enfin, pas inspiré pour être un coach. J'ai ma philosophie, mais je trouve que c'était impressionnant comment Zidane gérait une équipe comme ça, avec un Barcelone qui était à côté, et que tu réussis à gagner la Ligue des Champions 3 fois d'affilée. Les gens disaient c'est juste du charisme. C'est juste son aura, c'est parce qu'il s'appelle Zidane qu'il arrive à les mener à ça. C'est une qualité, alors. Ah non, mais moi je ne sais pas, je pose la question parce que... Ouais, mais voilà, parce que maintenant il y a des datas de tout. Il y a des datas, comment tu cours vite. Ouais, mais si tu sais pas contrôler un ballon, tes datas, tu peux les mettre dans la poubelle. Ouais, c'est ça. Donc, des fois, c'est ça qu'on oublie aussi. Il y a des entraîneurs aussi qui sont trop exigeants. Par rapport à la qualité des joueurs qu'il a. Ça veut dire qu'il y a des entraîneurs qui n'ont pas la patience que d'autres pourraient avoir pour pouvoir justement mener à bien et tout doucement faire progresser les joueurs. Tu comprends ça aussi? Ouais, et je pense que j'ai fait une erreur là-dessus aussi, parce que peut-être que je demandais trop de mes joueurs à ma ligne aussi. Mais pour moi, un truc qui est logique n'est peut-être pas logique pour pour un joueur. Et je me rappelle, j'ai eu une discussion avec un de mes assistants, et j'ai dit, mais c'est moi, ou j'ai dit, c'est quand même logique de faire ça et ça. Et puis il me regarde, ouais, mais Steven, toi tu as joué à Porto, à Burnley, à un truc. Pour toi, ça c'est facile. Pour eux, c'est pas du tout facile. Et je dis, ouais, mais je dois quand même pas leur dire comment il faut contrôler un ballon. Il me dit, ouais, mais si. Tu dois leur expliquer de A à Z ce que tu attends d'eux. Grâce à ça, tu as gagné en empathie. Oui, mais je trouve qu'à un moment donné,
c'est peut-être moi, tu es un joueur professionnel, il faut quand même certains... Il y a un minimum, quoi. Voilà. Contrôler un ballon, toi, Voilà, quand tu joues en équipe nationale ou en D1, voilà, faut même savoir le voilà, faire, quoi. tu joues en D1 à Malines, qui est un bon club, vous êtes des bons joueurs, on ne doit pas tout vous dire. Je suis pas un coach PlayStation, tu vois. Ouais, ouais. Je veux qu'ils réfléchissent de eux-mêmes. Parce que nous, avant, on joue contre Charleroi joue 4-4-2. Allez, débrouillez-vous. Ça, c'est une forme de philosophie de coach. Je voulais y revenir à ça. Ça, c'est ton style de jeu, l'autonomie. Tu veux que les joueurs puissent se prendre en main. Je veux leur donner des infos ou des options, et c'est à eux de choisir les bonnes options. Mhm. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression des fois que il faut leur donner une seule option. Ok. Mais l'adversaire s'adapte aussi. Et si l'adversaire s'adapte, nous, on doit faire quelque chose de différent. Mhm. Mais si eux, ils savent pas voir qu'il y a quelque chose qui a été changé, et que c'est toujours le coach qui doit dire, parce que des fois, tu es entouré d'une stade de 15, 20, 25 000 personnes, et le message, il passe pas tout le temps. C'est pour ça qu'il faut de l'autonomie, que les joueurs, ils savent s'adapter aussi. Allez, on passe à la patte de l'expert maintenant, et vous l'aurez compris, elle est dédiée à Standard Cercle. Notre ami Quentin va analyser un fait saillant, marquant durant la rencontre, et on va essayer d'en débattre ensemble. Ouais, on a déjà pu en parler un peu précédemment. C'était vraiment ça m'a choqué, honnêtement, au stade, et tous les supporters qui étaient à côté de moi aussi. C'était vraiment le gagner sans séduire, mais en deux phases. Parce que début du match, je trouvais le Standard jouait bien. Il y avait des combinaisons, notamment entre Fossey et Price. Il y a eu une première occasion sur corner avec Soutalo. Il y a eu une belle occasion avec Ayensa. Et après la 20e minute de jeu, le match, il a totalement changé. Et franchement, honnêtement, hein, j'avais l'impression d'être un match de P4. Non mais vraiment, c'était horrible, hein. C'était horrible pour les yeux. Il faisait froid, il y avait du vent et tout. Mais vraiment, c'était ça. Le ballon en défense, mais que ce soit du côté du cercle, mais sans d'habitude, mais du Standard, le ballon en défense, les trois défenseurs qui ont la balle, chaque fois, ça bottait devant. Tout le temps. Le milieu de terrain n'a pas vu la balle. Franchement, Steven, il aurait pété un câble à l'époque d'avoir comme ça, un torticolis. Franchement, regardez comme ça. Et j'ai même analysé en profondeur les stats du milieu de terrain. Je pense que le mercato du Standard, il n'y a pas d'argent, on le sait, il y a des problèmes financiers. Bien sûr. Mais ils vont devoir faire quelque chose absolument au niveau du milieu de terrain. Parce que le milieu de terrain, est-ce que c'est une consigne du coach? Je pense pas. Parce que sinon, les 20 premières minutes, il n'y aurait pas eu des combinaisons, il n'y aurait pas eu une tentative de jeu football. Est-ce que c'est les défenseurs qui ont pas confiance en la qualité balle au pied du milieu de terrain? C'est une possibilité. Mais pourquoi à chaque fois balancer des longs ballons devant comme ça? Il y a un réel problème. Quand on regarde O'Neal, en 15 matchs, c'est une passe décisive. Price, en 12 titularisations, c'est 0 passe décisive, 0 goal. Coavita, en 10 titularisations, 0 passe décisive, 0 goal. Donc quand tes trois de ton milieu de terrain ont une action décisive en 15 matchs, je pense qu'il y a un réel problème là et qu'il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a pas de combinaison, il n'y a rien du tout. Et c'est vraiment triste, honnêtement. Bah après, c'est le football d'Ivan Leko. C'est-à-dire que l'idée même de construire à partir du milieu de terrain n'existe pas. Les milieux de terrain servent à récupérer le plus rapidement possible le ballon pour se projeter en attaque rapide. C'est ça la tactique d'Ivan Leko. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment il prône vraiment le gagner sans dire, parce que ce qu'on retient au final, c'est les 3 points. Ils ont eu les 3 points contre le cercle, mais honnêtement, qu'est-ce que c'est moche à voir, hein. Honnêtement, je te jure, je pense que je vais voir un match de P2 ou de P3, je vois un meilleur football, hein, clairement. Mais j'ai l'impression que le Standard doit jouer comme ça pour gagner. Mais oui, mais c'est pas qu'ils Parce n'ont que, pas la qualité. Parce qu'au début, ils prenaient des points, ils ont reçu des critiques parce que voilà, c'est que défensivement, enfin que défensif, c'est pas beau à voir. Et que l'Eco, il s'est dit, voilà, maintenant, peut-être on peut commencer à un peu jouer au foot, et ils ont ramassé C'est ça. 2 ou 3 fois d'affilée qu'ils ont dit non. Nous, c'est défendre, prendre des points jusqu'au moment qu'on est, on va dire, sauvé. C'est peut-être moche de le dire, mais peut-être qu'à un moment donné qu'on est sauvé, peut-être qu'il y a aussi la pression qui tombe des épaules des joueurs. Comme il a dit, les 20 premières minutes étaient bons, il y avait des combinaisons, et puis peut-être que les joueurs ils sentaient qu'ils perdent un peu le fil du match, et ils ont dit ouais, on va pas prendre des risques, on va le mettre devant. C'est pas moi qui va faire l'erreur, on va dire. Tu vois. Justement, comme tu dis, quand les joueurs ont l'impression de perdre le fil du match, tu ne crois pas qu'il manque quelqu'un, comme on le disait tout à l'heure, un mixte entre des joueurs d'expérience et des jeunes joueurs, pour justement un joueur d'expérience au milieu de terrain, ou même dans notre poste, mais je pense que milieu de terrain c'est quand même important, pour dire ok les gars, on se calme, on recommence à jouer, on arrête des longs ballons comme ça, pour essayer de vraiment ça jouer. C'est de l'autonomie qui va aussi comme le plan technique, aussi le plan tactique. On va dire avant, si on perdait le fil du match, moi je venais un peu plus vers là-bas pour de nouveau commencer à jouer au foot, et puis tu reprends le fil du match. Mais il faut aussi avoir les joueurs qui peuvent faire ça. Peut-être l'Eco, il pense qu'il n'a pas les joueurs peut-être qu'ils n'ont pas les joueurs pour que pendant le match, perdre le fil de dire, voilà, toi là, et moi je vais commencer à distribuer le jeu jusqu'au moment qu'on est de nouveau dans le jeu. Ah, je comprends. En tout cas, c'est une patte de l'expert qui effectivement a tendance à
À mon avis, elle va revenir. Hein. Elle va revenir. En tout cas, le constat que tu fais est un constat qui revient pratiquement chaque semaine parce que quand il ne tente pas ce système-là et cette animation de jeu-là, il perd. Mais déjà, C'est ils ont aussi pas les simple joueurs. que ça. C'est tout simple. Ils ont pas les joueurs au milieu de terrain pour faire ça. Parce que quand on parle, allez, regarde. Oui, mais regarde dans Isaac Price. Comment est-il aussi performant avec l'Irlande du Nord et pas avec le Standard? C'est une énigme. C'est une question d'animation. Mais non, justement, ici, il a joué plus haut. Il a voulu jouer, avant, il le mettait en 8. Bah, Il a voulu jouer O'Neill. Voilà. Il a voulu jouer O'Neill, Quavita et Price, qui, avant, c'était, Boulat qui l'a fait en début de saison. Puis ça a été Sotiris. Maintenant, il a voulu mettre Price dans ce rôle un peu plus 8. Honnêtement, il était plus attaquant droit. Il était toujours à droite. Il était toujours excentré à droite. Alors qu'il devait vraiment avoir ce rôle de 10 et ce rôle de distributeur. Mais ce qui n'a encore une fois pas été le cas. Et donc, c'est ça, ils ont vraiment pas les joueurs au milieu de terrain pour avoir le contrôle du ballon, créer des occasions, faire des belles passes, faire des belles combinaisons. Et c'est en ça que pour moi, l'arrivée ou plutôt le retour d'Arnaud Bodard, qu'on avait annoncé ensemble d'ailleurs la semaine dernière sur X, on avait révélé ça je pense le mardi soir, effectivement ça s'est confirmé le samedi, bah, en fait elle est complètement dans la ligne d'idée d'Ivan Leko. C'est pour moi, il est fondamental d'avoir Arnaud Bodard dans les buts parce qu'il rassure toute une défense centrale. Il y a une image qui est incroyable. Tu as vu le match ou pas? Non, pas vu. Il y a une image qui est fou à la fin. Il récupère le ballon sur un ballon en hauteur qui pour moi est complètement bénin parce que Denke ne va même pas au duel. Et tous les défenseurs vont sur lui pour venir le saluer comme si c'était un arrêt incroyable. Ça veut dire qu'ils sont tellement rassurés par la présence de Bodard en disant ouf, il l'a récupéré celle-là. Alors que, en soi, un gardien doit pouvoir aller dans les airs et récupérer le ballon. C'est pas une action de fou. Mais dans l'esprit des joueurs, c'était quelque chose d'hyper important. T'as montré aussi toute l'inspiration, peut-être même la confiance qu'il donne à ses défenseurs. Tout, même au public. Parce que moi, j'étais au stade. Et donc, je peux te dire qu'à chaque fois qu'il touchait la balle, il y a je peux pas dire tout le public, mais une grande partie du public qui criait, qui applaudissait, qui disait son nom, même des fois pendant le match, il chantait son nom et tout. Donc oui, je pense que ça a rassuré les supporters, mais comme tu l'as souligné, c'est le fait marquant, c'est comment ça a rassuré les défenseurs. C'est parce que c'est quoi? C'est Soutalo, c'est Lorenz et c'est Otkit. C'est vraiment des défenseurs qui sont très jeunes. Il n'y a pas le Bates, il n'y a pas cette expérience. Donc ça va vraiment être lui. Donc ça va être le gardien qui doit être le pilier de ces trois défenseurs. Et ouais, t'avais l'impression que ces défenseurs, le fait que ça soit 1-0 et que du coup le cercle essaie de revenir au nul, mais ils commençaient à paniquer. Et le fait que Bodard les ait rassurés comme ça, c'est genre « Oh, merci, tu nous as sauvés » et tout, alors que comme tu dis, c'était une action très simple et très basique. Mais Bodard avait cette capacité à, justement, dès le début du match, il a voulu montrer « Je suis là, je suis le revenu, je suis sur le terrain, les sorties, il a été premier, il fait un coup de tête. » Bah, tout le public, il a commencé à l'applaudir. Et je pense qu'on en avait eu ici le cas avec Adrien Trebel qui avait expliqué, quand tu joues à Sclessin et qu'il y a tout le public qui commence à crier une fois comme ça, t'es transcendé et tu te surpasses. Ce Standard de Liège a besoin d'Arnaud Bodard. Vraiment. Oui, même s'il faut pas oublier Epolo, donc il faut peut-être le laisser un peu dans le couloir parce qu'il a fait quand même quelques erreurs qui ont été importantes quand même. Et même pour lui-même, mentalement, c'était pas bien qu'il restait dans le but parce que même tous les ballons, comme tu dis, le long ballon, peut-être que le public, il disait déjà en avant, tu vois, et tu le sens comme joueur, hein, donc peut-être qu'il a besoin d'une période un peu en dehors du terrain. Et puis il reviendra parce que c'est un gardien qui a des qualités. Mais Bodard, voilà, il est très bien au but. C'est comme moi qui fera un transfert. C'est difficile de gérer des jeunes quand on est entraîneur, Steven? Non, c'est pas difficile, sauf si les jeunes ils sont bien. Enfin, les jeunes ils doivent être bien entourés, ils doivent être. Parce que aujourd'hui, ils ont 17, 18 ans, ils veulent jouer, ils pensent qu'ils peuvent jouer toutes les semaines, alors que. Donc, il faut garder la tête sur les épaules pour les jeunes aussi. Ouais, ça c'est l'entourage, la question de l'entourage qui est l'entourage, importante. il faut avoir confiance aussi à l'entraîneur, au club, et puis ça viendra. Allez, c'est parti pour le Football Time Award. Maintenant, nos joueurs de la semaine, on les a décidés. On va donner d'abord le premier joueur de la semaine, c'est celui de Thomas, puisque il n'est pas là. Il nous a parlé de Maxime de Kuyper. Donc, il fera partie du trio de la liste que sur X ou sur Instagram, pour lequel vous pourriez voter. Évidemment, on va démarrer maintenant avec nos joueurs de la semaine. Xavier, je t'écoute. Moi, j'ai pris Tsolis, tout simplement, le buteur du côté du club de Bruges. Il a joué que 58 minutes, mais il a quand même 4 buts. Donc, c'est quand même pas mal. Et un gars qui m'a quadruplé, était obligé de le mettre en avant. Truc. Et c'est un joueur que je suis déjà depuis 2 ans quand il était Norwich. Je l'avais payé quand même 11 millions d'euros à l'époque. Moi, il a pas réussi à Norwich, mais après il est parti à Düsseldorf. Il a fait une saison terrible l'année dernière avec quand même 22 buts en une trentaine de matchs. Ouais. Ici, il a eu un peu du mal au début de saison avec Bruges, parce que, il faut s'acclimater sur un club différent, le temps qu'ils se mettent. Mais maintenant, je trouve qu'il commence tout doucement à trouver ce rythme de croisière. Ouais, ça fait quasiment 1 an et demi que le club de Bruges le voulait depuis déjà l'été 2023. Il lorgnait sur le joueur.
Ils ont réussi à l'obtenir parce que forcément Düsseldorf avait besoin de vendre. Aussi au niveau économique, c'était une belle opportunité pour eux parce qu'ils l'avaient acheté. Je pense qu'ils avaient levé l'option à 5,5 millions et ils faisaient une plus-value en fait d'1 million en le revendant à Bruges. Donc eux ils l'ont fait tout de suite parce que financièrement Düsseldorf est un club qui ne va pas bien du tout. Ils peuvent pas mettre des transferts, etc. Donc Bruges a senti la patate et ils se sont dit on va saisir l'opportunité. Et là vraiment on sent que pour moi c'est en train de devenir le leader offensif du club. Hein. Oui, clairement, surtout parce que les autres joueurs offensifs, ils ont quand même du mal hein, pour le moment du côté du club de Bruges, hein, donc surtout avec Nilsson qui est blessé. Donc c'est le seul qui est stable. Voilà, c'est le seul qui est stable et qui répond justement aux attentes pour le moment, parce que même Scovolsen, on le voit plus trop ni rien, donc sans lui, c'est compliqué offensivement à Bruges. Hein. Avant de passer au joueur de la semaine de Quentin, parce que forcément moi je sais quel est ton joueur de la semaine, on va parler du mien. Pourquoi ? Parce qu'il joue dans le même club, tout simplement. Ardon Jachari. Voilà, Ardon Jachari, pour moi dans le cœur du jeu, ça fait longtemps que le club de Bruges n'a pas eu un maître à jouer d'une telle simplicité. On rappelle, hein, c'est un joueur qui a été transféré cet été en provenance de Lucerne. Quelle maturité, quelle stabilité, quel équilibre dans le milieu de terrain. Je ne vais pas dire qu'il ressemble à Steven Defour dans le jeu, hein, évidemment, on ne va pas faire offense à notre invité, mais c'est quand même un joueur extrêmement important. Et puis quelle doublette aussi avec Onyedika, c'est quand même très très complémentaire. Ouais, Vetlesen était un peu décevant depuis qu'ils l'ont acheté. Il a eu de bons matchs, des mauvais, mais ils cherchaient quelqu'un d'autre et puis ils ont pris Jachari. Et puis, je peux dire aussi que je suis positivement surpris par lui. Comme quoi le championnat suisse, il y a du talent. Hein, ouais, mais bien sûr. Ouais. Il y a des très très bons joueurs. Quentin, ton joueur de la semaine. Ouais, c'est Casper Dolberg, hein, parce que quand on regarde, c'est la première passe décisive. Elle est vraiment belle. Le coup franc, très beau. Et le but, vraiment comment il met son pied comme ça pour la mettre, c'est vraiment un but de numéro 9. Il est en pleine bourre, donc c'est vraiment top pour lui. Anderlecht a besoin de ce numéro 9. Et je le trouve vraiment libéré depuis que Riemer est parti. Je trouve, alors que c'était vraiment, on parlait de cette connexion danoise et tout. Mais bon, maintenant il l'a retrouvé en équipe nationale. Mais je trouve que Lissé Hubert, c'est devenu un autre joueur. Même dans sa façon de jouer, d'être décisif et tout. Et ouais, franchement, il mérite d'avoir mon point ce week-end. Voilà, pour le coup, je pense qu'il a été extrêmement complet. On en a parlé d'ailleurs en début d'émission. Casper Dolberg méritait évidemment son point. Et maintenant, ce sera à vous, évidemment, on le dit sur X et sur Instagram, à nous donner tout simplement votre joueur de la semaine. On rappelle le classement juste ici à côté de moi. Jaron Cherry est leader pour le moment de ce classement, suivi de Davi Rouf et d'un certain Marwan El Sarafi, qu'on adore, Quentin et moi. Très très bon joueur, effectivement, saoudien. Voilà. Pour le moment, sur les trois, entre Cherry, Rouf et El Sarafi, tu le donnerais à qui, toi, le trophée, comme ça? Cherry. Tu le donnerais à Cherry. Ouais. C'est impressionnant. Il a 36 ans. C'est ton âge, non? Ouais, non, c'est mon âge. On est d'accord. Parce que j'ai parlé avec lui extra time. Lui, il a jamais eu des blessures très importantes, alors que moi, j'en ai eu quelques-unes. Mais ouais, lui, il a toujours été fit dans sa carrière. Parce l'Antwerp recevait un peu de critiques parce qu'ils ont pris un joueur de 36 ans, mais il est très impressionnant. Pour terminer l'émission, avant de passer à ton temps additionnel, je voulais te poser une question qui pour moi est très importante parce que c'est mon sentiment, mais on va voir si tu le partages. Est-ce que toi, tu as eu le feeling d'avoir maîtrisé tous les choix que tu as fait tout le long de ta carrière? Maîtriser? Est-ce que tu as été au contrôle de ta vie professionnelle en tant que footballeur du début à la fin? En étant conscient des choix que tu faisais? Je pense pas. Mais je pense que j'étais pas au courant à ce moment-là, que j'ai été poussé vers un ou l'autre choix. Mais bon, quand j'ai fait le choix, j'étais persuadé que c'était le bon choix. T'as été influencé alors, à un moment donné? Ouais, peut-être pas directement ou pas, mais je pense que si j'aurais peut-être fait les choses à ce moment-là différentes, peut-être qu'il y aurait eu des autres choix. D'accord, mais ça fait partie de ta vie, tu n'as pas de regrets liés à ça? Non, non. Pour avoir des regrets, on vit qu'une fois. Hein. Voilà, pas de remords, pas de regrets, on part là-dessus, c'est bien, on finit positivement. Le temps additionnel maintenant avec Quentin, c'est parti, on va vous parler tout simplement des joueurs qui vont performer le week-end prochain, c'est ça? Exactement, on va faire très concis, très bref. Alors, on va parler, hein. Il y a le derby wallon, Charleroi-Standard, une confrontation à Charleroi qui est souvent synonyme de assez fermé. On a eu une victoire dans les 3 derniers matchs, un 0-1 du Standard, un 0-0 et un 1-1. Donc ici, je vais mettre en avant le gardien de Charleroi. On ne sait toujours pas encore qui ce sera. Est-ce que ce sera encore De La Vallée ou est-ce que Koné, qui a repris pendant la trêve les entraînements, sera là? Donc il faudra bien surveiller si c'est De La Vallée ou Koné. Surtout que le Standard, c'est 2 goals marqués en 7 déplacements cette saison.
Donc un clean sheet de Charleroi, c'est faisable. Et puis en défense, je vais parler de Seyss, Joachim Seyss, le défenseur droit du club de Bruges qui reçoit Dender, le promu. Un match où encore dans les datas, là, il va pouvoir impressionner, avoir un rôle assez offensif. Peut-être pourquoi pas délivrer une passe décisive. Je vais rester pour le milieu de terrain dans le derby wallon avec Adem Zorgan. J'avais été voir ce derby au Standard et franchement, il va encore impressionner avec sa qualité de balle, sa qualité de passe, son toucher de balle, son aura qu'il a vraiment dans ce milieu de terrain. De vraiment, tout doit passer par lui. Toutes les actions de Charleroi doivent passer par lui. Donc, je pense qu'il va encore avoir, surtout qu'on en a parlé précédemment, ce milieu de terrain du Standard qui est assez triste. Je pense que vraiment Zorgan va jouer dans son fauteuil, comme au match aller. Et au niveau de l'attaque, Xavier en a parlé, c'est de Solis, il reçoit Dender, donc je pense que il va devoir surtout confirmer et montrer que le quadruplé c'était pas de la chance, parce que dans les 14 premières titularisations, c'était que 2 buts et 2 passes décisives. Donc pour la réception de Dender, Solis, il devrait encore être décisif. Et pour Charleroi Standard, on rappellera que Dan Heymans ne sera pas là. Exactement, suspendu dans cette rencontre. Donc attention aussi, c'est un maître à jouer, l'un des seuls buteurs du côté de Charleroi. Voilà, il est suspendu. Ça va être quand même assez intéressant. En tout cas pour la rencontre, on verra. Et voilà, il y en a un, son dernier match qu'il a joué en tant que titulaire, et c'est le seul cette saison, on l'a reçu ici. Alexis Flips, c'était au Standard. Donc pourquoi pas le deuxième match encore contre le Standard. Allez, magnifique. Et Steven, bientôt, nouvel entraîneur. Voilà, que des nouvelles positives. Chaque fois qu'il y a un invité ici, il a des nouvelles positives. C'est magnifique. Merci beaucoup, Steven, d'avoir été dans l'émission. Je suis extrêmement ravi d'avoir pu parler avec toi pendant 1 heure. Tu t'es livré aussi, ça fait du bien de t'entendre en français. Félicitations pour ton français. Vraiment, il est excellent et franchement, ça met une belle claque à beaucoup de personnes par rapport à ça. Merci beaucoup, Quentin. Merci, Xavier. On se retrouve évidemment la semaine prochaine avec beaucoup de surprises. Ciao, ciao!